Motors is back. Close your eyes. Bonjour et bonjour. Cette semaine, on va beaucoup parler de décisions, de celles qui se prennent parfois en quelques secondes, mais qui ont souvent été préparées pendant des heures en amont. Tactique ou stratégie, plan A, plan B, plan C, undercut, overcut, track position, des mots que l'on entend chaque week-end de Formule 1 et que l'on utilise parfois un peu vite. Alors nous allons essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça à l'amorce de la reprise du championnat F1 à Zandvoort dans Motors Decrypt. Avant cela, retour sur le Barum Rally en République tchèque, un rallye ERC qui a vu la victoire d'un 5e vainqueur différent en autant de rallyes pour l'exercice 2026. Mais derrière Adam Brejic, la lutte pour le championnat entre Suninen, Mabellini, Marchik et Matulka donne une toute autre lecture de cette 5e manche de la saison. Et cette semaine, Motors donne aussi largement la parole aux pratiquants. Kushal Nunglal, copilote qui navigue entre les championnats mauriciens et réunionnais, nous permettra de mettre en perspective la deuxième partie de saison du rallye dans les deux îles. Puis direction la Terre avec Guillaume Lorette, propriétaire du tout nouveau circuit d'Emac qui accueillera ce week-end sa première compétition, et Pascal Dorseuil, 51 ans, vétéran et actuel leader du championnat Réunion MX1 qui nous livrera sa lecture de ce nouveau terrain depuis le guidon. Bienvenue dans Motors. Motors, les résultats. Le Nürburgring accueillait la 6e des 8 étapes du DTM avec Maro Engel en leader du championnat et 21 points d'avance sur Thomas Prenning. 2 courses plus tard, cet avantage a pratiquement disparu. Samedi, Matteo Cairoli frappe le premier. Le pilote Ferrari signe la pole pour seulement 36 millièmes devant Prenning, puis transforme parfaitement l'essai en course. Il décroche sa 3e victoire de la saison avec près de 10 secondes d'avance sur l'Autrichien. Marco Wittmann complète le podium devant Bendor et Lucas Sauer. Engel ne termine que 6e. Avec cette 2e place, Prenning prend déjà 10 points au leader et ramène son retard à 11 unités. Dimanche, Jules Gounon, le Français, place sa Mercedes en pole avec un nouveau record des qualifications en 1:25.062. Mais dès le premier tour, le championnat bascule. Engel est impliqué dans un contact et abandonne, une première pour lui depuis 18 courses. Devant, Marco Wittmann joue parfaitement sa partition. Arrêt précoce, rythme élevé et dépassement, le pilote BMW remonte jusqu'à la victoire. Sa 20e en DTM et sa première depuis 2 ans. Tom Callender crée la surprise en terminant 2e après être parti 11e et décroche son premier podium dans la série. Mais derrière eux, la 3e place de Prenning prend une toute autre dimension. Pendant qu'Engel ne marque aucun point, l'Autrichien inscrit 16 unités supplémentaires en course. Le bilan du Nürburgring est donc limpide. Engel reste leader avec 160 points, mais Prenning est désormais à 159. Derrière, Tim compte 139 points, Auer 136, Wittmann 135 et Cairoli 127. Prenning était arrivé dans les faits à 21 points d'Engel. Il en repart à un seul point. À 4 courses de la fin, le Nürburgring vient donc de relancer complètement la lutte pour le titre. Motors. L'IndyCar inaugurait ce week-end son nouveau rendez-vous canadien dans les rues de Markham, 14e des 17 manches de la saison. Alex Palou y arrivait avec 110 points d'avance sur Kyle Kirkwood, mais le week-end commence par une petite anomalie dans la saison. Une erreur en qualification met fin à une série de 30 départs consécutifs dans le top 10 pour l'Espagnol. Devant, Louis Foster s'approprie immédiatement le nouveau tracé, déjà le plus rapide des derniers essais libres. Le pilote Rahal Letterman Lanigan décroche la pole en 1:13.23.83, 4 dixièmes devant Christian Lundgaard. Scott McLaughlin et Marcus Ericsson occupent la 2e ligne. Foster confirme en course en menant les 32 premiers tours avant qu'une neutralisation ne bouleverse la hiérarchie. Reparti à l'attaque, il remonte jusqu'aux avant-postes mais percute le mur au 43e tour et abandonne. La fin de course se transforme alors en opposition de stratégie. Romain Grosjean, dernier arrêt au tour 53, tente de rejoindre l'arrivée en économisant carburant et pneus. Marcus Ericsson prolonge au contraire son dernier relais avant de s'arrêter au tour 69. Ressorti 7e, le Suédois dispose alors du rythme nécessaire pour traverser le groupe de tête et finalement dépasser Grosjean. On vous l'a toujours dit, un bon 69 est gage de réussite bien souvent. Ericsson décroche ainsi sa 5e victoire en IndyCar, mettant fin à une série de 163 courses sans succès depuis Saint-Pete 2023. Grosjean termine 2e après avoir mené 28 tours et signe son meilleur résultat depuis 2023, tandis que Will Power complète le podium. Palou prend la 4e place devant Pat Howard. Mais derrière cette victoire, Markham rapproche surtout Palou d'un nouveau titre. Kirkwood abandonne après un contact avec le mur, tandis que David Malukas ne termine que 17e. À 4 courses de la fin de saison, Palou compte désormais 542 points contre 409 pour Kirkwood, 4
405 pour Malukas, 403 pour Lundgaard et 385 pour Howard. Son avance passe donc de 110 à 133 points. À Markham, Palou n'a certes pas gagné, mais ses principaux adversaires ont encore perdu du terrain. Motors. À New Berlin, 9e des 11 rendez-vous du Pro Motocross, les deux championnats ont changé de physionomie. À 2 épreuves de la fin, les deux catégories offrent désormais un duel presque frontal pour le titre. En 450, Hunter Lawrence arrive avec 12 points d'avance sur son frère Jet et commence idéalement son week-end. Il remporte largement la première manche avec plus de 9 secondes d'avance sur son frère cadet, tandis que Jorge Prado termine 3e et Hayden Digan 4e. Mais la deuxième manche renverse complètement la situation. Alors qu'il occupe la 3e place, Hunter chute dans la descente de The Wall. Il parvient à repartir, mais sa Honda est endommagée et il doit finalement abandonner, classé 39e. Devant, Jake Lawrence résiste à Prado, puis s'échappe pour remporter la manche. Avec son 2-1, Jet décroche sa 4e victoire de la saison devant Prado 3-2 et Digan 4-3. Hunter, malgré sa victoire en première manche, n'est que 8e de l'overall avec son 1-39. Conséquence immédiate, le championnat change à nouveau de leader. Jet compte désormais 402 points contre 392 Hunter. De 12 points d'avance pour Hunter avant New Berlin, on passe donc à 10 points d'avance pour Jet alors qu'il ne reste que 4 manches. En 250, le championnat se resserre encore davantage. Levi Kitchen gagne la première manche devant Cole Davis, mais dans la seconde, Kitchen est repoussé hors piste au premier virage et repart au cœur du peloton. Il remonte jusqu'à la 6e place pendant que Davis mène de bout en bout. Avec son 2-1, Davis remporte l'overall devant Kitchen 1-6 et Chance Aimas 4-2. Kitchen conserve néanmoins la plaque rouge avec 334 points contre 333 pour Davis. Un seul point les sépare désormais avant Bud Creeks, puis la finale à l'Ironman. Motors. À 4 meetings de la fin de saison, le championnat du monde de motocross est entré dans sa dernière ligne droite à Uddevalla en Suède et en MXGP. Jeffrey Herlings continue de creuser l'écart. Le néerlandais réalise un nouveau week-end parfait. Victoire en qualif samedi, puis 1-1 dimanche. 50 points supplémentaires en Grand Prix et 60 sur l'ensemble du week-end. Avec désormais 11 victoires consécutives en comptant les courses qualificatives. Romain Fèvre termine quant à lui 2e du GP avec un 4-2 devant Tom Vial 3-4. Au championnat, Herlings compte désormais 735 points contre 619 pour Fèvre. L'écart atteint donc 116 points à 4 rendez-vous de la fin. Derrière, Tim Geiser profite surtout de l'absence de Lucas Konen pour lui prendre la 3e place. 575 points contre 566 pour Lucas. Car c'est l'autre fait majeur de cette fin de saison. Après la Grande-Bretagne, la République tchèque et la Belgique, Lucas Konen a manqué un 4e Grand Prix consécutif en Suède. 4 meetings sans marquer, soit 240 points potentiels laissés disponibles pendant son absence. Celui qui avait occupé longuement la tête du championnat se retrouve désormais 4e à 169 points de Herlings. En MX2, scénario totalement différent puisque la Suède relance la lutte pour le titre. Sacha Konen retrouve ses automatismes après les soucis de santé rencontrés lors de son incartade américaine et signe le doublé 1-1 devant Liam Everts 2-2 et Camden McClellan 3-3. Guilhem Fares, diminué après sa chute du samedi, limite les dégâts avec un 6-4. Conséquence, les 47 points d'avance dont disposait Fares avant le week-end ne sont plus que 24. Il reste leader certes avec 701 points devant Sacha Konen à 677, McClellan 656 et Langenfelder à 640. 2 championnats, 2 mouvements inverses. Herlings élargit encore sa marge en MXGP tandis que Sacha Konen comprime brutalement celle de Fares en MX2. Motors. La Formule E refermait sa saison à Londres avec un double rendez-vous à l'Excel, mais aussi plusieurs fins de cycle. Dernière course de l'ère Gen 3 et dernière apparition de DS Automobiles dans le championnat après 11 saisons. Samedi, Pascal Wehrlein réalise l'opération parfaite, parti en pole. Le pilote Porsche profite notamment d'une full course yellow intervenue au moment des pit boosts pour reprendre les commandes et s'imposer devant Jack Dennis et Antonio Félix da Costa. Taylor Bernard remonte de la 12e à la 5e place pour DS Penske. Surtout, Wehrlein, 3e du championnat avant Londres, aborde l'ultime course avec 169 points,
5 d'avance sur Dennis et 21 sur Evans. Dimanche, Mahindra verrouille la première ligne avec Nick De Vries en pole devant Eduardo Mortara. Verlaine part 3e, Evans 5e et Bernard 6e, tandis que Dennis, son principal adversaire pour le titre, n'est que 16e. Mais cette dernière course devient rapidement une partie d'échec énergétique et stratégique, comme souvent en FE. D'Acosta ralentit notamment le groupe pour favoriser la remontée de son équipier Evans et défendre les intérêts de Jaguar. À quelques cours de l'arrivée, Verlaine est repoussé hors des points, Dennis remonte et la destination du titre change plusieurs fois en quelques virages seulement avant qu'un nouvel incident n'élimine finalement Dennis de la lutte. Evans 4e aurait alors besoin de gagner pour renverser Verlaine, il n'y parvient pas. Devant, Taylor Bernard a construit une course différente. DS Penske décale ses activations de mode attaque et le Britannique conserve davantage d'énergie que les Mahindra. Il attend avant d'utiliser ses 4 dernières minutes à 350 kW, dépasse Mortara puis De Vries et décroche à 22 ans sa première victoire en Formule E. De Vries et Mortara complètent le podium devant Evans. Verlaine termine hors des points mais devient champion du monde pour la deuxième fois, rejoignant ainsi Jean-Éric Vergne parmi les doubles champions de Formula I. Jaguar conserve le titre Teams tandis que Porsche avait déjà sécurisé celui des constructeurs. Londres referme surtout plusieurs chapitres à la fois. Fin de saison, fin de 11 années d'engagement de DS Automobile qui quitte la discipline sur la victoire de Taylor Bernard. Fin également du rendez-vous à l'Excel, mais surtout fin de l'ère Gen 3. La Formule E doit désormais basculer vers de redoutables Gen 4 attendus pour ouvrir leur histoire lors de l'hypothétique double header de Jeddah les 18 et 19 décembre prochains. Motors. En ERC, le Baroum Rallyslin a offert une victoire à domicile à Adam Brejic. Après 4 leaders successifs en début d'épreuve, le Tchèque prend les commandes dans le S4 et ne les quittera plus jusqu'à l'arrivée. Il s'impose devant Timo Suninen tandis qu'Andrea Mabellini arrache la 3e place à Mikko Marcic dans la Power Stage et offre au passage à la nouvelle Lancia Ypsilon Rally 2 son premier podium en ERC. Une Power Stage qui résume assez bien les enjeux différents de cette fin de rallye. Brejic, qui ne dispute pas le championnat, se concentre sur la préservation de sa victoire. Derrière lui, Suninen, Mabellini, Marcic et Matulka partent au contraire à la chasse au point bonus. Mabellini se montrant le plus rapide. Au championnat, cette 5e manche produit donc plusieurs mouvements importants à 2 rendez-vous de la fin de saison. Et justement, plutôt que les résumer ici, on va immédiatement revenir dans le détail de ce Baroum Rally, je vais y arriver, dans notre séquence débrief. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinel-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors. Rallye. Adam Brejic s'est donc imposé à domicile devant Timo Suninen et Andrea Mabellini en ERC en République tchèque. Mais le classement final raconte assez mal ce qu'a été ce Baroum Rally. Parce qu'avant que Brejic ne verrouille la tête, le rallye a commencé par changer constamment de patron. Vendredi soir, Andrea Mabellini remporte la super spéciale de Zlin et place immédiatement la nouvelle Lancia en tête. Samedi matin, un problème de pop-off lui coûte du temps. Mikko Marcic prend alors les commandes après le S2. Dans le S3, Philippe Marès passe à son tour devant. Puis arrive Bunch 1. Le S4, Adam Brejic signe le scratch et devient le 4e leader différent en autant de spécial. Et cette fois, le fauteuil ne changera plus de propriétaire. Ce qui est intéressant, c'est que Brejic n'écrase pourtant pas immédiatement le rallye. Samedi soir, après cette spéciale, il ne possède encore que 9 secondes 7 d'avance sur Marcic. Suninen est 3e à seulement 1 seconde 6 du Polonais et Mabellini 4e. Les 4 premiers se tiennent en 13 secondes 1. Autrement dit, Brejic mène, mais derrière lui, le Baroum reste une cocotte minute. Et plusieurs candidats locaux disparaissent progressivement de cette lutte. Marèche, après avoir momentanément mené, est d'abord retardé par une alerte erronée dans la voiture, puis par un pneu endommagé. Yann Kopeschky, ancien pilote régulier du WRC pour Skoda, il y a une vingtaine d'années, 12 fois vainqueur à Zlin, était encore 2e après le S5 à seulement 1 seconde 1 de Brejic, avant qu'une pierre ne casse sa jante, puis n'endommage une canalisation de frein dans le S6. Sa tentative de 13e victoire s'arrête donc là. Et c'est dimanche que Brejic change véritablement de dimension. Il remporte successivement Pindula 1, Semetin 1 et Katerlinic 1.
3 scratchs consécutifs qui font passer son avance de 9 secondes 7 à 21 secondes 2 à 3 spéciales de l'arrivée. Il gagnera encore ses métines 2 sur les 6 spéciales du dimanche, il en remporte donc 4. Cela donne une première clé de lecture de ce baroum, la connaissance du terrain. Brejic ne découvre évidemment pas ses routes, il vit lui-même près de l'arrivée de Pindula et explique avoir conservé durant toute la saison le même réglage préparé par Roman Cresta, autre ancienne gloire du WRC pour Škoda. Aslin, sur un rallye réputé extrêmement difficile sur asphalte, cette accumulation de repères devient une véritable source de performance. Mais derrière lui se déroule déjà une autre course. Brejic n'était pas engagé jusque-là dans le championnat ERC. Suninen, Mabellini, Marčić et Matulka, eux, jouent le titre. Et leur bataille est extrêmement serrée. Marčić commence le dimanche 2e, Suninen lui prend la place dans Pindula, Marčić la récupère dans Semetin, puis Suninen repasse devant dans Katerinic. Pendant ce temps, Mabellini reste suffisamment proche pour transformer la dernière spéciale en attaque totale. Et c'est là que la Power Stage devient presque une photographie des objectifs de chacun. Brejic possède l'avance nécessaire, pour lui les points bonus ne changent rien, son objectif est désormais de gagner le baroum. Il ne cherche donc plus le chrono absolu et termine seulement 10e de la Power Stage. Derrière lui, c'est exactement l'inverse. Mabellini, Suninen, Marčić et Matulka ont des points de championnat à aller chercher. Mabellini attaque et signe le scratch devant Suninen puis Marčić. Cette dernière spéciale lui permet également de prendre la 3e place du rallye au Polonais Marčić et d'offrir à la Lancia Ypsilon Rally 2 son premier podium en ERC après avoir ouvert le bal avant de la refermer dans la Power. Et lorsque l'on remonte maintenant jusqu'au championnat, le baroum prend encore une autre dimension. Suninen repart de la République tchèque avec un total de 108 points. Mabellini en compte 83, Marčić 69 et Matulka 53. Suninen a donc augmenté encore son avance sur Mabellini, mais avec 2 manches encore à disputer, le calcul brut ne suffit pas complètement. Le règlement impose aussi de tenir compte des résultats qui pourront et devront être défalqués dans le décompte final, puisque seules les 6 meilleures performances annuelles sont prises en compte. Et à ce petit jeu, Suninen comme Mabellini disposent déjà d'un résultat vierge en Suède puisqu'il n'y était pas engagé. Et il y a enfin 2 autres résultats à retenir. En ERC3, Ville Vatanen, 19 ans, remporte sa 3e victoire de la saison et surtout le Fiesta Rally 3 Trophy. Avec le titre vient un volant en Fiesta Rally 2 offert par Amisport, donc déjà une passerelle vers l'étage supérieur. Quand on s'appelle Vatanen, ça ne se refuse pas. En junior ERC, Tom Hendrich enchaîne une 2e victoire consécutive et prend provisoirement les commandes du championnat après l'abandon de Davide Pesavento. Finalement, ce Baroum Rally aura proposé 2 courses superposées. Devant, Adam Brejic a utilisé sa connaissance du terrain pour construire puis gérer une victoire à domicile. Derrière, Suninen, Mabellini, Marčić et Matulka ont disputé une course dans la course où une position, un scratch de Power Stage ou quelques points peuvent peser finalement beaucoup plus lourd que leur valeur immédiate. Et maintenant, il reste 2 manches, une confrontation sur asphalte en Grande-Bretagne, puis une finale sur terre au Portugal. Suninen possède aujourd'hui l'avantage comptable, mais à partir de maintenant, il faudra regarder non seulement les points que chacun marque ou ne marque pas, mais aussi ceux qu'il pourra être amené à retrancher. Plus de droit à l'erreur pour les 2 premiers du championnat. Le championnat ERC vient d'entrer dans sa phase où le classement affiché et le classement réellement exploitable peuvent commencer à raconter 2 histoires différentes. Motors, l'invité. Je vous l'avais annoncé la semaine passée suite à la 3e manche du championnat de Maurice, la ronde Bagatelle. Nous recevons donc cette semaine Kushal Nundlal, navigateur de son état, connu tant à Maurice qu'à La Réunion, depuis maintenant quasiment une 20aine d'années. Aux côtés de nombreux pilotes différents, tant sur l'île Bourbon qu'à Maurice, le jeune homme aura également navigué nombre de pilotes dans l'Hexagone. Pour l'heure, ce grand bavard officiait il y a 2 semaines donc aux côtés d'un jeune rookie de seulement 58 ans. Oui, déjà bonsoir à tous, merci Vincent pour l'opportunité. Oui, effectivement, c'est un début, on va dire, pour mon équipier gallois, Simon, qui découvre le monde du rallye à 58 ans. Il a toujours été passionné de sport automobile, il a fait du circuit, etc. en Afrique du Sud, mais le rallye, il ne connaissait pas, il regardait un peu de loin, il a toujours voulu se lancer. Il n'a pas choisi la plus facile des autos. La 206 Super 700 reste quand même une voiture très, très pointilleuse et à emmener.
Ceci dit, on a pris les choses avec un plan de travail depuis une année à peu près là, et que on voit qu'il y a du progrès maintenant, et le travail commence à payer, et que Simon commence à prendre un petit peu ses marques en rallye, et avec une voiture qui fait aussi plaisir au public surtout. Alors on va y venir, plusieurs choses déjà, la préparation d'une performance, surtout pour un rookie, puisque Simon débute en rallye avec une voiture, tu le soulignais, complexe, c'est ce qu'on appelle une voiture d'homme, c'est plutôt viril, plutôt incisif, faut la faire chanter perpétuellement, et pourtant c'était pas encore une full Super 1600, puisque tu le précisais, sur cette monture qui évolue à Maurice, on était encore sur du combiné fileté, et pas encore sur le Graal que constituent les 3 voies. Ça va rentrer dans l'ordre rapidement, j'ai cru comprendre. Voilà, effectivement, c'est une voiture qui est arrivée, déjà à la base, il y a une vingtaine d'années maintenant sur l'île. C'était une ancienne voiture de Peugeot Sport qui était en configuration 2001, avec quelques pièces de 2002. Ensuite, justement, elle a toujours roulé comme ça, jusqu'à ce qu'on récupère la voiture avec Simon, il y a quelques temps de cela. À peu près 2 ans, et on a voulu par la suite, après une casse moteur, de la passer en full spec, la version 2005, la dernière qui avait roulé en championnat de France et tout. Justement on a fait les évos, etc. Au niveau de tout ce qui est la partie mécanique, il nous restait par contre tout ce qui est liaison au sol, etc. à passer à la dernière version, chose qui est faite en espérant qu'on va tout recevoir en le prochain rallye du mois de septembre là. Alors c'est un truc de... le spectateur lambda a du mal à comprendre ses finesses en termes de développement de voiture, mais une voiture motorisée full spec 2005 avec du combiné fileté, mais c'est un véritable enfer pour faire passer la puissance au sol et à ce qu'elle danse pas dans tous les sens. C'est un truc compliqué. Effectivement, mais on va prendre le temps qu'il faut justement pour la régler et l'adapter aux routes mauriciennes qui ne sont pas si différentes des routes de la Réunion. Donc on a aussi la chance d'avoir l'expertise de Malik Unia qui nous donne un gros coup de main justement dans ce projet-là. Donc on va passer du temps avec Malik aussi à peaufiner un petit peu tout ça, et que Simon arrive à pouvoir prendre la pleine mesure justement de ses évos. Alors l'expertise de Malik Unia en termes de coaching, d'apprentissage, d'automatisme à Simon, voilà le fondamental qui est posé. Moi, ce qui m'intéresse dans ton profil, c'est cette passerelle que tu constitues entre La Réunion et Maurice, puisqu'à La Réunion, tu évolues aux côtés de Gianni Barret, qui a également franchi quelques étapes ces 2 dernières années. Autant auparavant, il hésitait à laisser danser la Škoda. Aujourd'hui, on le sent un peu plus à l'aise, à pourquoi pas provoquer de la dérive. En tout cas, actuellement, à accepter une mise en dérive qu'il avait du mal à accepter auparavant. Tant mieux si c'est le cas. En tout cas, on s'entend super bien avec Gianni aussi, on passe des super moments ensemble. C'est vrai que la Škoda est en Evo 2018, donc elle commence à avoir un peu de mal à rivaliser avec les voitures un petit peu plus récentes, telles que les C3, les Polo, etc. Ceci dit, on prend quand même beaucoup de plaisir avec. Cette année, on a revu pas mal de petites choses au niveau des réglages et tout, et qu'on sent que ça avance dans la bonne direction. Ceci dit, on voit aussi que Gianni prend beaucoup de plaisir et prend beaucoup de plaisir aussi à régaler les spectateurs, comme tu disais, avec des passages un peu en dérive et tout. Et on espère pouvoir continuer sur cette lancée, du moins cette année, malgré les précieux points perdus au rallye de Petite-Île en début d'année avec une casse du ressort d'accélérateur dans la spéciale de Piton à bloc, ce qui nous a fait finir à la 25e place. Ceci dit, ensuite une belle 8e place au tour auto, et d'autant plus encourageant pour tout le team qui nous entoure et qui travaille d'arrache-pied pour nous permettre de rouler dans de bonnes conditions. Bon, cela dit, le championnat 2026 à La Réunion, il est réduit à la portion congrue, à quasiment pas grand-chose. C'est une année d'entraînement, on va dire, plus qu'une année de championnat somme toute traditionnelle. Moi, c'est ton regard qui m'intéresse. Tu posais, oui, les routes de Maurice, pas très différentes de celles de La Réunion, et pourtant, à Maurice, ça déboîte, sont des spéciales globalement plus rapides que ce qu'on peut rencontrer à La Réunion sur l'ensemble du tracé. Effectivement, les routes
routes de Maurice sont un petit peu plus rapides, moins techniques, on va dire, que certaines spéciales de la Réunion. Ceci dit, en termes de topographie, en termes de type de revêtement, d'adhérence et tout, on n'est vraiment pas si loin de ce qui se fait chez vous. On essaie de garder un petit peu les mêmes bases de réglage, etc. On a eu à un certain moment une équipe de la Réunion qui nous a aidé aussi pour mettre la 206 Super 16 en meilleure configuration, on va dire, l'adapter un petit peu plus avec les combinés filetés, comme tu disais, aux routes mauriciennes. Ceci dit, pour moi, je prends autant plaisir dans le rapide de Maurice qui, disons, comme au dernier rallye, on avait la spéciale de nouvelles découvertes qui ressemble dans certaines portions à ce qu'on avait fait autour, disons, Notre-Dame de la Paix, dans la partie juste avant le toboggan et tout. Donc, c'est un peu... Je retrouve beaucoup de similitudes. La seule variable et la seule chose qui change pour moi, c'est avec Simon, c'est les notes en anglais. Mais bon, j'ai pas beaucoup de mal à ce niveau, dans le sens que je suis bilingue, donc c'est pas aussi compliqué. Ayo cousin, tu es pas bilingue, tu es trilingue. À Maurice, on est trilingue, on parle le français, l'anglais et le créole mauricien. Effectivement, et que bon, j'essaie de garder le même système de notation, les signes, etc. Donc, mais ça revient automatiquement une fois que je suis dans la voiture avec Simon, que je suis avec Gianni de l'autre côté. Donc oui, c'est que je prends autant plaisir et le rallye, c'est surtout ça pour moi, c'est prendre du plaisir et rouler dans des conditions qui nous permettent justement de faire plaisir aux spectateurs et de prendre du plaisir derrière. Bon alors, dernière question, ce qui est intéressant dans ton profil, c'est la transversalité de ton expérience. Tu as copiloté à Maurice, à La Réunion, également en métropole ponctuellement, avec quelques pilotes réunionnais d'ailleurs, hein. Ça fait un bagage d'expérience sur des terrains très variés et des voitures fort différentes, qui est une vraie carte de visite, hein, pour toi. Hein. C'est gentil en tout cas. Oui, j'ai eu la chance déjà de débuter ma carrière avec, aujourd'hui, ça fait 19 ans que celui qui m'a coaché, qui était mon père spirituel en rallye, nous a quittés malheureusement lors d'un accident en course, Gérard Amouk. Donc je tenais à lui rendre un petit hommage de ce côté-là. C'est grâce à lui que j'ai pu avoir cette carrière sportive entre guillemets que j'ai jusqu'à présent. J'ai débuté en 306 Maxi à ses côtés, on a roulé en Ford Escort Groupa, en Xara Kitcar, etc. C'est des grosses bagnoles, hein, quand même, hein. Ça fait un fichier qui fait rêver, ça. Hein. Oui, certainement. Je sais que tout passionné aurait aimé pouvoir rouler dans de telles voitures. Même pour la 206 Super 700, on a beaucoup de sollicitations pour faire... découvrir un petit peu ce type de voiture aux passionnés. Effectivement, comme tu disais, j'ai eu la chance de rouler un petit peu avec pas mal de pilotes, dont mon très grand ami qui m'a aussi, que j'ai connu à travers Gérard Amouk, c'est Farouk Moulan. On est très proches et Farouk qui m'a permis aussi de faire de très très belles choses, de découvrir les WRC, etc. et de m'avoir ouvert d'autres portes aussi. D'ailleurs, avec Gianni, c'est grâce à Farouk qu'on s'est connus aussi directement pour pouvoir rouler ensemble. J'ai eu la chance de courir avec Christophe Vaison en 206 WRC, Alexandre Benguet qui était pilote officiel chez Skoda en WRC, grâce à Pierrot Partal aussi. Ma première course en France, c'était avec Pierrot Partal, à La Réunion déjà, à l'international, donc le 1000 km en 2008. Et ensuite, on avait enchaîné au rallye le Critérium des Cévennes la même année. On avait fait une très belle performance en N2. C'était avec la Suzuki Swift, hein, si ma mémoire est bonne, alors qu'un certain Johan Bonato évoluait dans la même série. Non, on était en Saxo N2. Ah, avec la Saxo, d'accord. Johan était en Swift, justement, N2, et on avait fini juste devant Johan Bonato à l'époque. Mais c'était quand même une très belle performance et que bon, les voitures n'étaient pas forcément totalement similaires, mais c'était quand même une très belle expérience dans des grandes spéciales à l'époque qui faisaient quasiment 30 km, notamment celle de Valrog que j'ai toujours en mémoire et ensuite aussi avec le regretté Marc Barbet qui était un très bon ami qui m'a permis de vivre de très belles choses aussi, et récemment avec Alain Foulon qui était venu aussi pour un tour auto à La Réunion. Donc toujours grâce à Pierrot Partal qui avait monté l'opération. Donc c'était quand même de très très belles expériences que j'espère pouvoir renouveler cette année avec Gianni. Peut-être repartir l'année prochaine. Je ne sais pas de quoi l'avenir sportif se fera pour nous en 2027. Mais
on a fait 2 très beaux rallyes en début d'année en France, que ce soit au rallye du PIG, où justement il y avait une très bonne ambiance avec que ce soit avec Thierry Laulong et toute son équipe qui était là aussi, et le rallye du bassin anonéen qui est un rallye cher à l'équipe qui nous faisait rouler, c'est HL Sport Auto, et qu'on a bénéficié de très bel encadrement en tout cas. Prochain rendez-vous sportif pour toi, c'est donc à l'île Maurice avec la 4e manche de la saison du championnat mauricien. Un rallye encore très condensé, avec une 50aine de kilomètres face à la montre. Et puis en toute fin de saison, il y a le gros morceau de la saison mauricienne avec une épreuve qui fait entre 100 et 115 km. Ça va être un morceau auquel tu es un peu plus habitué du côté de la Réunion. Exactement. Écoute, le prochain rallye, comme tu disais, c'est le 19 et 20 septembre à Maurice. Comme le rallye à la Réunion du mois de septembre va pas se faire d'après ce que j'ai compris. Et ensuite, je vais enchaîner. Avant de revenir à Maurice, il y aura justement le Grand Est, d'après ce que j'ai compris à la Réunion. Et avant de revenir justement, comme tu disais, pour le gros rallye de l'année qui est très attendu, et que, en tout cas, l'équipe du Motor Racing Club fait un énorme travail depuis pas mal d'années, justement. Je crois qu'ils ont fêté le 10 ans cette année, et que d'ailleurs je tiens à saluer Sanjeev et toute son équipe pour tout ce qu'ils arrivent à mettre en place. Ils essaient de faire progresser le niveau du rallye mauricien, et que, en espérant que, comme c'était le cas pour Farouk Malik il y a quelques années de cela, il y aura d'autres amis, d'autres cousins de la Réunion qui feront le déplacement, que ce soit en fin d'année ou l'année prochaine, pour rouler à Maurice. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR, 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, l'interview. Une naissance est toujours un moment particulier, non seulement pour les parents, mais également pour toute la famille. Dans la sphère des sports mécaniques, un nouveau terrain dédié au MX est né et sera porté sur les fonds baptismaux ce dimanche à l'occasion de l'avant-dernière manche du championnat local. Le père de ce circuit, Guillaume Lorette, du côté des Macs, peut évidemment se réjouir de cette naissance après des mois et des mois et des mois de travail acharné. Oui, ça fait un bout de temps. Ça fait 2 ans que je travaille l'homologation et le circuit il existe depuis 4 ou 5 ans je crois. Alors l'année dernière, c'était déjà inscrit au calendrier, malheureusement ça n'avait pas pu matcher in fine. Cette année 2026 marque donc l'entrée, la naissance de ce circuit qui va être inauguré pas plus tard que ce week-end pour l'avant-dernière manche du championnat, et Dieu sait si elle est importante. Oui, très important pour moi de faire une course au circuit. C'est un rêve qui se réalise. Et voilà, c'est beaucoup de travail et j'ai de la chance d'avoir quelques copains bénévoles pour faire avancer ce projet. Et aussi, je remercie MC Tracer d'avoir répondu présent pour organiser cette course. Alors l'intérêt de ce circuit, outre les compétitions, c'est que maintenant qu'il est homologué FFM, il sert également de base d'essai pour du roulage en dehors justement des différentes courses. Voilà. Faut dire que le circuit est homologué en entraînement. C'est-à-dire il est homologué que pour les entraînements. Pour les courses, on est obligé de refaire une CDSR, de faire passer une CDSR pour homologuer les jours de course. D'accord, très bien. Oui, puisqu'on accueille du public, etc. Mais déjà, très bonne nouvelle pour la pratique à proprement parler. En ce qui concerne ce circuit, il est donc situé sur le quartier des Macs, sur les hauteurs de Saint-Louis. C'est un point de vue magnifique d'ailleurs, sur toute la région. Pour y accéder, c'est super simple. En quittant le village, on laisse le centre équestre sur la gauche, on reste sur le chemin et on arrive naturellement sur le terrain de MX. Voilà, on emprunte le chemin forestier des Macs, la route de mon plaisir. Très bien. Un mot sur... Sympa à trouver. Ouais, super simple. Tu vas renforcer le dispositif avec des panneaux d'ailleurs ce week-end. Il y aura
aura des panneaux. Il y aura des panneaux pour le parking public. Que le public devra respecter ce parking-là parce qu'il y a deux parkings différents. Il y a le parking pilote et le parking public. Voilà, Donc je compte sur le public pour respecter ce parking public-là parce que c'est pour les places. Voilà, il faudra respecter. Voilà, faut laisser la place pour les paddocks et Dieu sait si l'air est vivifiant du côté des Macs. Ce sera donc l'occasion de faire une petite balade à pied avec la famille. C'est toujours bienvenu. En ce qui concerne le circuit, c'est quand même un gros morceau. Hein. C'est un circuit qui est relativement imposant en longueur, assez varié visiblement, avec de longues allonges où on peut réellement prendre de la vitesse et exploiter les machines et d'autres sections qui sont beaucoup plus techniques. Voilà. Alors ce circuit il était tracé par Monsieur Pascal Dorseil. Ouais. Il y a 5 ans de ça. Et donc du coup, moi j'ai amélioré des petites choses, mais 70% du circuit c'est le tracé de Pascal. Et là le circuit, il y a beaucoup d'investissements et là je vais préparer un peu le circuit un peu comme le MXGP. Bon, plutôt bonne nouvelle. On a beaucoup de relief. On a beaucoup de relief sur la zone où ça reste relativement plan en filigrane. Quel est le point de vue pour les spectateurs? Est-ce que d'un emplacement privilégié, on arrive à voir une grosse partie du tracé? Oui, il y aura deux bons points de vue pour le public, que ce soit en haut ou de l'autre côté à droite, le public il sera satisfait. Bon, ça c'est plutôt ils sont en hauteur, donc ils vont bien voir une bonne partie du circuit et ils vont bien voir le spectacle. C'est une bonne nouvelle. Qui dit MX dit évidemment obstacle. Quelle est ta conception que tu as travaillé? Est-ce qu'il y a du double, du triple, des tables, éventuellement du pain de sucre? Tu l'as conçu comment? Moi, ce qu'on m'en a remonté, c'est que il est quand même très accessible. C'est un circuit, tu l'as dit, d'entraînement. C'est pas un circuit SX ou SMX. Il reste accessible. Il n'a pas un côté ultra technique réservé seulement aux meilleurs. Hein. Non. En fait, c'est un circuit. Quand j'ai retravaillé le circuit, j'ai travaillé pour les petits. C'est-à-dire à partir des 65 qui commencent à bien rouler. Ces petits-là, ils arrivent à sauter tous les sauts. Donc, moi, j'ai travaillé pour les petits et après, les grands, ils se débrouillent, ils roulent. Et après, ce qui fait la difficulté du terrain, c'est un terrain qui se dégrade très vite. Donc, on est sur un circuit vraiment typique motocross, c'est-à-dire avec des trous partout. Et là, ça devient très technique. C'est un autre pilotage. D'accord, donc ça demande une approche pour être ultra performant. On pense notamment à la catégorie Rennes, évidemment, du MX1. Va falloir s'adapter entre chacune des 3 manches. C'est un exercice particulier. Hein. Voilà. Première manche, ils vont rouler sur une table de billard. Mais la deuxième manche, quand les autres motos ils auront passé, le circuit sera bien dégradé. Donc là, il faut rouler intelligemment, pas mettre du gaz comme sur les autres circuits. Parce que avec les trous, c'est une autre technique de pilotage. Très bien, c'est donc complémentaire aux autres terrains dont on dispose déjà à La Réunion. C'est une terre purement agricole qu'on a en hauteur. C'est vraiment pas de la roche ou du sable, c'est vraiment de la terre typique MX. Voilà, c'est vraiment de la terre. Après, il y a une partie du circuit, j'ai trouvé un peu de roche, mais malheureusement, c'est comme ça. Mais oui, on va dire 90% du circuit, c'est de la bonne terre. On a vu sur la partie orientale de ton circuit, situé à l'est, on a vraiment de longues allonges où là, on va pouvoir ouvrir en grand. Hein. Voilà, il y a des belles lignes droites. Et là, c'est vraiment parce que j'aime ça, pour la vitesse, donc c'est pour vraiment voir la moto bien accélérer et que le pilote prend plaisir aussi d'accélérer sa moto. Avec des repères de points de freinage qui vont devoir se prendre au fur et à mesure des tracés, puisqu'en tout, on a quand même 5 virages à 180 degrés. C'est très important, on arrive à haute vitesse et il faut vraiment doser, gérer son freinage où on pourra faire la différence. Hein. Voilà, c'est ça. Et avec la préparation des virages, il sera bien éassé et bien arrosé, donc ça va être très technique les virages. On a du banking important, on a des virages très relevés pour certains d'entre eux. Des virages relevés, pas beaucoup. Non, c'est un petit peu relevé, mais pas beaucoup. C'est donc pour... C'est plutôt des virages à plat.
On va dire que c'est un circuit qui est très accessible, même à des gens qui n'ont pas un super niveau. Par contre, pour les Top Gun, ça va demander une recherche d'ultra précision pour pouvoir faire la différence. Hein. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Bon. On se bat. On attend combien de personnes ce week-end, Guillaume, du côté des Macs? Comme c'est la première, je ne peux pas répondre à cette question. C'est la première, je pense qu'il y aura du monde, c'est sûr. Nouveau circuit pour une épreuve de championnat, donc je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Et surtout respecter vraiment le parking public. De toute façon, il y aura des rotations de la gendarmerie. Et puis il y aura des tournées des gendarmes. Et il y aura 135 euros d'amende et la foyer immédiat, c'est les véhicules ne respectent pas le parking public. Voilà, bah écoutez, respecter les pilotes, c'est tout ce qu'on peut vous demander. Hein. En plus, pour une fois qu'il y a des zones spécifiques, des parkings spécifiques réservés pour les spectateurs, autant les utiliser, parlons clairement. Hein. Il y aura juste 2 minutes de marche au parking public au circuit pour y accéder, voilà. Motors, toute la semaine sur ta radio préférée. Tactique versus stratégie, tout est dans les mots. On parle énormément de stratégie en sport mécanique, stratégie pneumatique, stratégie d'arrêt, stratégie d'undercut, au point que derrière ce mot, aussi usité en F1 notamment, se cachent souvent des décisions qui relèvent d'abord de la tactique. Alors, où finit l'une et où commence l'autre? Une décision n'est stratégique qu'en regard de l'horizon sur lequel on en mesure ses conséquences. Quelques tours, un stint, une course entière, une succession de circuits, ou même les contraintes réglementaires qui accompagnent plusieurs saisons. C'est cet horizon qui va nous servir de fil conducteur. Et pour commencer, il suffit d'écouter quelques-uns des mots les plus familiers des radios de Formule 1. Plan A, plan B, plan C. Dans le vocabulaire courant, ces trois expressions induisent presque mécaniquement une sorte de hiérarchie. Plan A serait le meilleur plan B une solution de repli, et plan C, le moment où les choses commencent franchement à mal tourner. Sauf que ce n'est pas nécessairement ce qu'elles signifient. D'abord parce que plan A, plan B ou plan C ne sont que des raccourcis de langage. Derrière ces simples deux mots se cachent des heures de préparation, de simulation et de discussion avant la course. Nombre d'arrêts, fenêtres possibles, choix et disponibilité des pneumatiques, durée théorique des relais, dégradation attendue, trafic, position des adversaires, évolution de la piste, possibilité de neutralisation ou encore de pluie. Chaque plan condense donc un ensemble extrêmement complexe de décisions techniques et de scénarios préalablement étudiés. Évidemment, le dimanche, personne ne va réciter plusieurs pages de briefing à un pilote lancé à 300 km/h. Plan B devient la compression en simple deux mots d'un arbre de décision que pilote et ingénieur ont préalablement partagé. Et activer plan B ne signifie pas nécessairement que plan A était mauvais. Cela peut simplement signifier que les conditions rencontrées en piste correspondent désormais mieux à cette branche qu'à une autre. Parce qu'entre le départ et le moment où il faut décider, beaucoup de choses peuvent avoir changé. La dégradation réelle des pneus, le trafic, la position des adversaires, une neutralisation, la météo, l'évolution de la piste ou simplement le rythme des voitures. Le plan change parce que l'environnement auquel il doit répondre a changé. Et à l'intérieur même de ces plans vont encore intervenir des décisions beaucoup plus ponctuelles et fines. C'est là que nous retrouvons la tactique. Prenons l'undercut. Un pilote s'arrête avant son adversaire, monte des pneus neufs et tente d'exploiter immédiatement leur supplément de performance attendu pour passer devant lorsque l'autre s'arrêtera à son tour. C'est extrêmement visible, facile à comprendre, et lorsque cela fonctionne, la conclusion tombe presque instantanément. Bonne stratégie. Pas nécessairement. Parce que l'undercut est d'abord un outil tactique. Il peut permettre de gagner une position dans les 3 tours suivants, mais imposer ensuite un relais beaucoup plus long. Il peut permettre de passer un adversaire, mais faire ressortir dans le trafic. Il peut produire un gain immédiat, puis laisser 20 tours plus tard un pilote avec des pneus beaucoup plus usés. Et c'est évidemment la même chose pour son pendant, l'overcut. Rester en piste avec un pneu plus ancien peut devenir intéressant si celui-ci conserve suffisamment de performance. Si le pneu neuf met du temps à fonctionner, si l'adversaire ressort dans le trafic ou si prolonger le relais permet de construire différemment la deuxième partie de course. Car gagner l'undercut ne signifie donc pas nécessairement gagner la stratégie. Et nous retrouvons déjà notre horizon. Si nous regardons en 3 tours, l'undercut
peut être gagnant. Si nous regardons 30 tours, la réponse peut être différente. Et cette saison, Lewis Hamilton nous a offert 2 situations presque en miroir. À Barcelone, tout d'abord, Ferrari accepte de sacrifier momentanément la track position. Hamilton multiplie les arrêts avec 3 passages au puits, contrairement aux adversaires déclarés Mercedes, qui optent, eux, pour 2 arrêts. La Scuderia a opté pour exploiter des pneus plus performants et cette construction de course, aidée ensuite certes par un VSC, l'amène finalement à la victoire. Quelques semaines plus tard, à Silverstone cette fois, autre situation, autre calcul. Hamilton est 2e derrière Leclerc lorsqu'une safety car intervient en fin de course. Ferrari choisit de faire entrer ses voitures pour disposer de pneus frais dans l'hypothèse d'une relance. George Russell, quant à lui, reste dehors. Finalement, la course ne repartira pas. Russell conserve sa 2e place et Hamilton termine 3e. Après l'arrivée, rester en piste semble évidemment avoir été la bonne décision. Mais Ferrari devait décider avant de savoir que la course ne repartira finalement pas. Elle devait choisir entre conserver immédiatement la position ou disposer du meilleur pneu possible dans l'hypothèse d'un restart en version qualif. Mercedes choisit l'autre branche. Le résultat nous apprend laquelle de 2 hypothèses s'est finalement réalisée. Il ne transforme pas cette hypothèse en information disponible quelques minutes auparavant. Et cela nous amène à une autre dimension de la décision. Qui dispose de quelle information au moment où il faut choisir. Depuis notre écran, nous voyons essentiellement une voiture, ses écarts, une partie de ce que la réalisation choisit de nous montrer. Depuis son cockpit, le pilote ressent ses pneus, l'équilibre de sa voiture, son niveau d'adhérence, parfois même quelques gouttes de pluie avant que la météo n'apparaisse réellement sur nos écrans. Mais lui non plus ne voit pas tout. Le pitwall dispose du chronométrage, de l'ensemble du plateau, des fenêtres d'arrêt, du trafic attendu, des simulations, des informations météo et des données qui continuent également d'arriver depuis l'usine. Et toute cette masse d'informations doit parfois se condenser en quelques mots. Plan B, box, stay out. Mais disposer de davantage d'informations ne suffit toujours pas. Encore faut-il qu'elles arrivent au bon endroit, au bon moment et sous une forme exploitable. Et Ferrari en a fourni ces dernières saisons une illustration particulièrement visible et parfois croustillante. À Monaco en 2022, les changements de décision autour de Charles Leclerc deviennent l'un des symboles des difficultés stratégiques de la Scuderia. Lorsque Frédéric Vasseur arrive quelques mois plus tard de chez Sauber, il refuse pourtant l'explication confortable qui consisterait à identifier un mauvais stratège, le remplacer et considérer le problème réglé. Il intervient également sur les procédures, les outils, le nombre de personnes impliquées et surtout sur la qualité de la circulation de l'information. Parce qu'une décision prise en quelques secondes est en réalité l'aboutissement d'une chaîne beaucoup plus longue. Monaco 2023 en donnera une autre illustration avec Carlos Sainz. Depuis son cockpit, l'Espagnol veut prolonger son relais pour tenter l'overcut sur Esteban Ocon. Ferrari le fait pourtant rentrer et Sainz manifeste très clairement son incompréhension, voire son agacement. Mais Ferrari ne regarde pas seulement Ocon devant lui, elle doit également prendre en compte Hamilton juste derrière. Le raisonnement du pilote peut être cohérent, celui du wall peut l'être également. Simplement, il ne regarde pas exactement la même carte. Et cette carte n'est pas seulement plus large, elle est aussi plus longue. Nous revenons donc à notre postulat de départ. Une décision n'est stratégique qu'en regard de l'horizon sur lequel on en mesure ses conséquences. Sur quelques tours, rentrer, rester en piste, couvrir un adversaire, tenter un undercut ou un overcut relève principalement de la tactique. Élargissons au stint. La même décision doit désormais intégrer la dégradation et la durée pendant laquelle le pneu devra et pourra tenir. Élargissons à la course entière. Il faut intégrer les relais suivants, les trains de pneus encore disponibles, le trafic et les différents scénarios possibles. Mais reculons encore la focale. L'horizon peut devenir un cycle de circuit. Mercedes sait par exemple que ses pilotes peuvent être amenés à utiliser de nouveaux éléments moteurs durant la deuxième partie de saison. La question n'est plus alors seulement comment maximiser le prochain Grand Prix. Elle peut devenir sur quel circuit une pénalité nous coûtera-t-elle le moins. Monza, où les dépassements sont plus accessibles, Bakou, avec sa ligne droite interminable, un autre rendez-vous. Prise isolément, une pénalité sur la grille est évidemment négative. Mais observé sur plusieurs Grands Prix, accepter une perte ponctuelle peut protéger davantage de performances sur l'ensemble de plusieurs circuits.
Et reculons une dernière fois, l'horizon peut aller jusqu'aux contraintes réglementaires pluriannuelles. Une équipe veut évidemment disposer de la voiture la plus performante possible, mais les règlements peuvent eux-mêmes moduler les possibilités futures de développement en fonction de la performance obtenue. Partir très loin, très vite, peut donc procurer un avantage immédiatement quantifiable, tout en modifiant ensuite les ressources réglementaires disponibles pour continuer à progresser. Les équipes ont vocation à être devant, mais parfois pas trop. Et nous nous arrêterons volontairement ici, parce que notre sujet n'est pas aujourd'hui de démonter toute la stratégie sportive, technique ou industrielle d'une écurie. D'ailleurs, nous n'en avons tout simplement pas les moyens par manque de connaissances précises. Nous cherchons simplement cette passerelle entre tactique et stratégie, comprendre comment la valeur d'une décision change à mesure que l'on éloigne l'horizon sur lequel on en mesure les conséquences. Et dès lors qu'on raisonne en termes d'horizon plutôt qu'en termes de discipline, la même mécanique apparaît partout. En IndyCar, Alex Palou et Chip Ganassi Racing en donnent régulièrement une démonstration absolue. Économie de carburant, longueur des relais, neutralisation, position en piste, une voiture peut momentanément sembler perdre une bataille avant que l'architecture de sa course ne devienne lisible plusieurs dizaines de tours plus tard. Et le week-end dernier au Canada en fournit justement l'exemple. Palou n'a certes pas gagné, mais il a encore augmenté son avance au championnat. En endurance, en MotoGP, en motocross ou en rallye, les outils et les contraintes changent, mais la question reste la même. À quel horizon mesure-t-on le bénéfice de la décision ? Et nous pouvons maintenant revenir à nos fameux plans A, B ou C. Ces deux mots ne désignent ni une improvisation, ni nécessairement une hiérarchie allant du meilleur vers le moins bon. Ils permettent au contraire de convoquer en quelques secondes des scénarios longuement préparés avant que la voiture ne quitte son garage. Puis la course commence, l'environnement change, de nouvelles informations apparaissent et les décisions tactiques permettent de naviguer à l'intérieur de ces différents scénarios. Lorsque nous connaissons finalement le résultat, il reste évidemment possible de revenir sur ces décisions. C'est même indispensable, c'est le REX, le retour d'expérience, les longs débriefs. Comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, identifier une erreur lorsque les éléments permettent réellement de l'établir et améliorer le processus pour la prochaine fois. Mais connaître la fin de l'histoire ne nous rend pas propriétaires des informations qui manquaient encore à ceux qui devaient décider lorsqu'elle était en train de s'écrire. Parce qu'en sport automobile, entre tactique et stratégie, tout est dans les mots et surtout dans l'horizon sur lequel on choisit d'en mesurer les conséquences. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, moto. Les scolaires ont donc effectué leur rentrée cette semaine à La Réunion et concernant le motocross, rendez-vous est donné ce dimanche. Du côté des MAC, nouveau terrain de jeu, nouvelle ambiance, une reprise bienvenue après plus de 2 mois de disette MX. Le jeune quinca de la catégorie reine, MX1, Pascal Dorseuil, a donc dépoussiéré sa plaque rouge et est heureux, comme un gamin qu'il reste, de revenir en piste. C'est clair, bonsoir à tous. Donc oui, c'est exactement ça. La rentrée des classes et aussi la rentrée pour nous ce week-end avec la réouverture de cette grosse trêve de motocross un peu longue à mon goût sur le circuit des MAC ce week-end. Donc voilà. Justement, on en parle par ailleurs dans Motors avec Guillaume Lorette qui martèle et maintient systématiquement que ce terrain possède quand même la patte Pascal Dorseuil qui l'a tracé il y a 4-5 ans maintenant. C'est ça exactement, donc il est parti d'une idée de camaraderie à la base sur un tracé simple et on va dire à tout niveau. Aujourd'hui, il y a encore cette marque de tracé 80% que Pascal a fait. Guillaume, il est chez lui, c'est un circuit privé, il est motivé. Il prend des conseils un petit peu à droite à gauche. Le circuit, on va dire, c'est un circuit super rapide et une spécificité de sol qui se dégrade vraiment tour par tour. Hein. Le circuit ne donne pas beaucoup de technique, plus de vitesse.
Mais au fur et à mesure, Guillaume, il travaille dans ce sens-là pour le rendre encore plus spectaculaire. Alors, on va dire que c'est quoi ? C'est un circuit qui, sur le tracé, n'apparaît pas technique. Par contre, avec la dégradation, l'approche va être complètement différente pour les deuxième et troisième manches. Il va y avoir une dégradation claire, et là, ça change toute la donne. Il faut de l'expérience, hein. Exactement, ça change toute la donne. C'est pareil au niveau du châssis, c'est un setup complètement différent au niveau des suspensions. Moi, je suis monté en fait après la coupure de cette année, après la trêve du tampon, je suis monté rouler 2 fois chez Guillaume et j'ai pas honte de le dire, j'étais un peu perdu. Malgré avec les années d'expérience qu'on a, je me suis remis en question. J'ai pas non plus voulu tout chambouler, mais effectivement, si on n'a pas roulé un peu au Mac, on n'a pas pris un peu de vitesse, on se sent pas en confiance. C'est pas là-haut qu'on va pouvoir performer. Donc moi il est vrai qu'on arrive sur une fin de saison où je commençais à mettre un petit peu le calcul barème de points en place. Donc voilà, ça sera pas au Mac parce qu'à Lorsoy, s'il se sent pas dans son assiette, prendra des gros risques. En tous les cas, moi il fallait être en forme en début de saison, mi-saison. C'est pas sur la fin de saison ou si jamais si jamais on se sent pas qu'on n'est pas dedans, mais en tous les cas je pars pas dans cet objectif-là, je pars dans l'objectif de performer. Bon, alors justement, tu parlais du point de vue comptable, parce que rien n'est joué, hein, finalement. Certes, tu disposes d'une avance confortable, 378 points au total, 28 points d'avance sur ton poursuivant immédiat. Ce qui saute aux yeux immédiatement quand on regarde tes stats, 3 victoires de meeting, 6 podiums de meeting, 4 victoires de manche et 16 podiums de manche. T'es non seulement perfo, mais quand on n'est pas en mesure de gagner, le plus important pour tout compétiteur, c'est de ne pas perdre. Tout à fait, ne pas perdre, de pas brûler de joker. Donc sur l'ensemble de la saison, dès le début, toujours été sur le podium, toujours été là. Dès qu'il y a des victoires d'épreuve, oui, c'est sûr que c'est le panache, c'est le Graal. Mais sortir de chaque épreuve en étant pas loin et en étant sur le podium et en grappillant des points à chaque fois sur le concurrent direct qui est 2 au championnat, c'est déjà c'est une victoire en fait. Donc là pareil, ce week-end on a 28 d'avance, ce qui veut dire qu'on a une petite manche d'avance. On a tout fait avec KTM Réunion et moi-même pour que la moto soit fiable ce week-end, enfin sur le reste de la saison. Et en tous les cas un grand merci à Louis Dabadi pour ça, pour ce suivi. Et puis voilà, on avance petit à petit et voilà quoi. Je ferai tout pour l'emmener sur les 3 manches, sur les 6 manches restantes. Oui, parce qu'il faut être très clair, 28 points d'avance, on le disait, il y a encore 150 points à distribuer d'ici la fin de la saison. La route est encore longue. La route est encore longue, il y a encore énormément de choses, il peut se passer pas mal de choses encore, donc rien n'est acquis, rien n'est gagné tant que la dernière manche n'est pas passée avec le drapeau damier. Si on a, ça peut être bien si on a une manche d'avance pour dire que la dernière manche du championnat, on soit tranquille, je parle bien de la dernière manche. Mais pour le moment, j'y pense pas encore. Je prends comme cette année, épreuve par épreuve, course par course. Les 2 plus grosses épreuves pour moi étaient celles de Saint-Louis où je suis organisateur avec la double casquette. Et en général, quand je vois que celle-là se passe bien, je me dis le reste de la saison, je devrais pas me cramer, ça devrait pas être plus compliqué que celle-là, sans dénigrer la concurrence qui vraiment est bien aussi. Tout le monde s'est remis en question, tout le monde essaie d'être performant comme le fait tous les concurrents, et c'est ça qui est intéressant. Alors étonnamment, tu as toujours le feu sacré, la niaque, l'hyper-concentration pour aller de l'avant, mais on a vraiment le sentiment à te côtoyer que aujourd'hui tu temporises davantage, tu sais temporiser. C'est quoi ? C'est la marque d'une confiance en ses capacités aujourd'hui. C'est la période de maturité, disons-le clairement. Ouais, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément le facteur expérience qui a pris le dessus. J'arrive spécifiquement à faire sur une moto ce que me permet de faire encore mon corps, entre parenthèses, malgré que les gens ne voient pas que, mine de rien, il y a des séquelles. Il y a le matin, quand tu te lèves, dans la journée, quand on voit Pascal Lenseuil marcher, il a pas 51 ans, mais le matin, sorti du lit, des fois, c'est un peu compliqué. Non, mais voilà, mais aujourd'hui, je prends vraiment plaisir. Moi, j'aime bien arriver sur un circuit et prendre du plaisir. Il m'est arrivé cette année, et le père d'Alexis Warou le dira, ne dira pas le contraire. Il a dit oui, en attendant, Danseuil il était pas bon au chrono ce matin, mais dans la danse il danse. Donc c'est quand la musique il peut arriver que c'est quand la musique démarre que le danseur se révèle. Voilà, et il m'est arrivé d'être vraiment à côté de la plaque aux essais chrono, alors qu'à l'entraînement sur un circuit ultra défoncé, j'arrive à me tirer d'épingle, j'arrive à faire des chronos, que sur un terrain lisse le matin, j'arrive pas à faire des chronos. Moi, je suis pas un mec de terrain lisse, je suis un mec de terrain défoncé et
de difficulté entre parenthèses, ce qui prêterait à dire que les Macs me conviendraient parfaitement. Mais comme je disais, je pense que j'ai pas assez passé de temps là-haut entre parenthèses de complicité avec ce circuit pour dire que, mais je sais que ça va être pareil pour tout le monde, donc voilà, il n'y a pas de... Concernant ce circuit des Macs, c'est vraiment un circuit ultra rapide, hein. Il y a des prises de vitesse qui sont, mais on va dire, largement complémentaires par rapport aux autres circuits dont on dispose à La Réunion. Celui-ci également a sa petite touche spécifique. Oui, tout à fait. En fait, on a sur la partie, on va dire partie sud du circuit, après une dernière descente qui est déjà ultra trouée par les freinages de chaque concurrent. Elle n'est pas trouée cette zone par une phase d'accélération, elle est trouée par une phase de freinage avec différentes zones. Donc, ce qui fait que ça ramène sur la zone finale un circuit complètement bosselé, complètement défoncé. Et derrière ça, on attaque une première petite montée, pareil, cette fois qui est super dégradée avec les axels. Et ensuite, une énorme courbe à gauche, en fait, qui ramène sur la première table du circuit. Et c'est cette courbe-là qui est la plus compliquée. C'est cette courbe-là où si on n'a pas le feeling dans cet endroit, où on peut tout perdre, en fait. C'est-à-dire, c'est la vitesse pure, celui qui arrive à avoir confiance dans cette courbe-là et que la moto est bien réglée. C'est ici où ça se passe. Donc, c'est ici où tous les mecs craignent un petit peu, façon de parler, où on a toujours en fait un petit peu de négatif sur un circuit et des retours de tous les pilotes sur le circuit des Macs, le circuit de Guillaume Laurette. C'est cette montée-là qui pose problème en fait. Alors globalement, c'est un circuit avec pas moins de 5 épingles à 180 degrés. Ça veut dire que c'est très éprouvant, bien sûr pour les hommes, mais également pour les machines. On arrive pleine balle, on freine, mais alors super lourd et super précis. On enquille à plat, hein, il y a très peu de banking, on enquille à plat l'épingle et juste derrière on ouvre en grand full watt. C'est très particulier comme exercice, hein. Ouais, c'est très particulier avec, on va dire sur le circuit des Macs, on risque d'avoir 3 textures de sol différentes. Donc c'est-à-dire on va arriver à un endroit où franchement les crampons ils rentrent comme dans du beurre, un endroit où ça va être tout à fait l'inverse, c'est-à-dire un peu comme le haut du circuit du tampon, c'est-à-dire assez verglacé où il y a quasiment pas d'adhérence, façon de parler. Et on va arriver aussi sur une partie où à force de travailler le sol, d'user le sol, on est sur une zone assez poudreuse. Donc franchement je dirais c'est le circuit, sincèrement Vincent, c'est le circuit où ça apporte le plus de vigilance et de concentration de l'année, c'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de dire à la 450 j'ouvre à fond, là c'est bon, à tous les tours ça va être pareil. Tu vois la descente du tampon où tout le monde craint, que ce soit un Dylan Deschères, un Alexis Waro, un Pascal Dorsoy ou autre, on peut la passer pendant 20 minutes à fond de balle dans la descente. Et on sait que à part une pierre qui s'est sortie, qui se met en travers de la route, la piste pardon, il n'y a pas grand chose entre parenthèses qui se passera, mais les Macs ça va pas être ça du tout, ça va être vraiment un petit peu sur la concentration, c'est ça le mot-clé de ce week-end. Ouais, ça va être épuisant nerveusement. On le résume comment? C'est un circuit finalement peu technique en termes de tracé, mais très technique en termes d'approche, de tension psychologique importante et puis de dégradation. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Moi, j'ai déjà prévenu un petit peu aussi mon staff autour de moi, sans avoir les chevilles qui enflent, sans avoir trop stratégie. Une course se gagne sur la piste, mais se gagne aussi en complicité avec ses yeux extérieurs, en fait. Moi, j'ai déjà vu avec mon panoteur, avec les mécanos, les consignes en fait à adapter si jamais, quelle que soit la situation, on aura des mots-clés qui feront que l'attitude de Pascal Dorsoy pourra changer sur la moto, en tous les cas, si besoin l'est, quoi. Motors, le programme. La Formule 1 reprend ses droits après la trêve estivale et elle le fait à Zandvoort, sur un circuit qui pourrait immédiatement remettre en lumière certaines particularités de cette génération 2026. Un tracé rapide, vallonné, très rythmé, coincé dans les dunes, au bord de la mer, avec ses virages relevés, de véritables bankings qui comptent jusqu'à 18 degrés, mais surtout un week-end au format sprint. Une seule séance d'essais libres vendredi avant d'entrer directement dans le compétitif. Et plusieurs équipes arrivent avec des dossiers techniques ouverts. Chez Red Bull, Max Verstappen estime que la priorité n'est plus seulement de trouver de la performance, ils font comprendre pourquoi la RB22 peut parfois perdre de la performance au cours d'un même week-end, voire au cours d'une seule séance. Pierre Vacher identifie également 2 faiblesses, l'instabilité à l'entrée des virages et le sous-virage en milieu de courbe. Mercedes arrive en tête, mais dans une situation particulière. L'équipe avait volontairement repoussé très tard le gel de conception de sa W17 pour intégrer un maximum de développement dans la voiture du début de saison.
conséquence, Mercedes se retrouve désormais légèrement déphasé dans son calendrier d'évolution, pendant que Ferrari et McLaren ont déjà avancé leur pion. James Allison estime le rythme actuel de développement à environ une demi-seconde tous les 2 mois. Et chez Aston Martin, Zandvoort doit également marquer une étape importante pour Honda avec une évolution du groupe propulseur destinée à commencer à combler son déficit de performance. Motors. En MXGP, direction les Pays-Bas également pour le 17e rendez-vous sur 20 avec une dynamique qui recommence sérieusement à peser sur la fin de saison. Parce que Jeffrey Herlings s'est lancé. Le Néerlandais jouera à domicile et ne se contente plus d'accumuler les gros points. Il recommence à transformer ses week-ends en carton plein, en banger. Et chaque résultat prend d'autant plus de poids que dans le même temps, le compteur de Lucas Konen reste bloqué. Après la Grande-Bretagne, la République tchèque, la Belgique puis la Suède, Lucas Konen vient en effet d'enchaîner 4 grands prix sans inscrire le moindre point. Son dernier rapport au championnat remonte donc toujours à l'Afrique du Sud. 4 week-ends, c'est potentiellement 240 points laissés sur la table à la disposition d'Herlings qui poursuit exactement la trajectoire inverse. Et le contraste devient forcément l'un des fils à suivre à Arnhem. D'un côté, un pilote qui retrouve victoire, régularité et capacité à convertir un week-end complet. De l'autre, un candidat au championnat dont la saison reste figée depuis maintenant 4 meetings. En MX2 aussi, la Suède a remis un nom dans la conversation. Sacha Konen, le frangin, après les problèmes de santé rencontrés lors de son incartade américaine, le Belge retrouve progressivement ses automatismes et remet une pièce dans la machine. Avec seulement 4 meetings encore à disputer, Arnhem arrive donc au moment où les dynamiques commencent à compter presque autant que les positions au championnat. Herlings accélère, Lucas Konen reste à l'arrêt et Sacha Konen revient aux affaires. Et pour Jeffrey Herlings, le prochain terrain est en plus, je vous le disais, à domicile. Motors. En pro motocross, place à l'avant-dernier rendez-vous de la saison à Butts Creek et les 2 catégories arrivent dans le Maryland avec pratiquement tous leurs dossiers encore ouverts. En 450, le chassé-croisé continue entre les frères Lawrence. Cette fois, Jet reprend la plaque rouge à Hunter et la lutte entre les 2 frères reste donc le fil rouge de cette fin de championnat. Derrière eux, le podium final est loin d'être attribué. Le rookie Hayden Digan poursuit sa première campagne dans la catégorie Rennes face notamment à Jorge Prado, ancien champion du monde MXGP, dans une bataille qui oppose aussi 2 trajectoires forcément très différentes. En 250, c'est encore plus compact. La lutte pour le titre reste extrêmement serrée et derrière, le top 5 demeure à couteau tiré. À 2 meetings de la fin, chaque manche commence donc à peser très lourd. Et le décor est à la hauteur des enjeux. Butts Creek est l'un des monuments du motocross américain. Niché dans les collines du Maryland, le circuit propose presque un condensé du MX-US. Dénivelé naturel, saut virage en dévers et cette terre profonde et collante qui permet généralement de maintenir les écarts serrés et les possibilités de dépassement ouvertes. Le championnat lui-même le décrit comme un assemblage de certains des meilleurs ingrédients des autres épreuves du National US. Son palmarès raconte également son importance. Ricky Carmichael y détient le record avec 8 victoires en catégorie Rennes et l'an dernier encore, Jack Lawrence s'y imposait devant Hunter. Cette fois, les 2 frères arrivent à Butts Creek, non plus seulement pour se disputer une victoire, mais avec la plaque rouge qui vient encore de changer de camp. Et derrière eux, comme en 250, il ne restera ensuite plus qu'un seul rendez-vous pour régler les comptes. Motors. Et on referme ce programme et cette édition de Motors à la maison avec le championnat Réunion de motocross qui reprend la piste ce dimanche 23 août. Une reprise après une très longue pause puisque le dernier rendez-vous remontait au 7 juin du côté du tampon. Direction cette fois les hauteurs de Saint-Louis et le tout nouveau circuit des Macs pour le round 7 sur 8 et donc l'avant-dernière manche de la saison. Un tracé inédit en compétition et annoncé ultra rapide comme viennent de nous l'expliquer Guillaume Lorette et Pascal Dorseuil. Dorseuil qui arrivera justement au MAC avec la plaque rouge en MX1. 378 points contre 350 pour Alexis O'Haraud et 313 pour Timo O'Haraud. Mais au-delà des 28 points d'avance, c'est surtout sa régularité qui impressionne. 3 victoires de meeting, 4 victoires de manche et surtout 17 podiums en 17 manches effectivement disputées. Jusqu'ici, Pascal Dorseuil n'a donc jamais quitté la boîte. Pour découvrir ce nouveau rendez-vous, prenez la route forestière à la sortie du village des Macs. Un parking spectateur est prévu à 2 minutes simplement à pied du tracé avec une vue parfaite sur une très grande partie du circuit. Pensez simplement à prévoir de quoi vous resterez sur place.
Voilà pour cette 20e édition de Motors. La rentrée est bien là et les championnats reprennent les uns après les autres leur rythme. La Formule 1 rallume les moteurs à Zandvoort, le MXGP poursuit sa dernière ligne droite et le Pro Motocross approche de son dénouement. Et chez nous, le championnat Réunion de Motocross retrouve enfin la piste avec ce nouveau rendez-vous des Macs. Et pendant que certains reprennent, nous tenons déjà notre premier champion de la saison. Pascal Wehrlein, sacré le week-end passé en Formula I à Londres. Les échéances commencent donc à se rapprocher, les titres à se dessiner et les différents championnats vont progressivement entrer dans leur phase décisive. Bref, il y a du grain à moudre. Pas mal de choses à observer, à comprendre et évidemment à décrypter dans les prochaines semaines. Merci également à vous d'être toujours plus nombreux à nous accompagner ici à La Réunion. Comme partout, les sports mécaniques se vivent avec la même passion. Partagez-vous, moi, ces links autour de vous, sur vos réseaux. Portez-vous bien, profitez des sports mécaniques, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Allez, salut.